Et donc le joueur identitaire, c'est celui qui va ne pas se sentir complexé, a priori, peut-être, a priori, il ne va pas se présenter comme addict, mais d'abord comme passionné aux jeux vidéo, et il va montrer en quoi ça a été constructif pour lui et ce que ça l'a apporté. Est-ce que c'est à renvoyer à la bourgeoisie? Là, je mets vraiment des pincettes parce que ces catégories-là, je pense qu'elles doivent encore être aujourd'hui travaillées dans la société individualiste actuelle. Subjectivation de la pratique. Alors là, par rapport au joueur expert, c'est le contraire. Il dit « je » tout le temps. Tout est ramené vraiment à son expérience personnelle et sentimentale. Donc on va entendre parler de nostalgie de la musique. Enfin, voilà, plein de signaux. Toutes les sollicitations, toutes les stimulations cognitives dont on a parlé tout à l'heure trouvent un sens concret dans l'évolution personnelle du joueur. Une carrière longue, toute une trajectoire de jeu, mémoire sensorielle, nostalgie, enjeu de construction de soi. C'est aussi lié, si j'en ai eu autant, c'est aussi lié au fait qu'il y a eu autant de réponses de 20-29 ans, il y a aussi des problématiques adolescentes derrière. Joueur communautaire, donc plutôt du côté du collectif. Mon expérience au sein de cette guilde fut géniale, a changé ma vision de la vie en communauté. J'ai appris à échanger, à écouter, mais aussi à me faire entendre, à collaborer. J'ai découvert des personnes avec lesquelles il m'arrive encore de jouer, rien que pour les voir. C'est des joueurs, c'est pour ça que je les mets du côté du play, qui vont dire que le jeu est surtout un prétexte pour socialiser. J'avais un joueur qui m'a répondu en anglais, il était asiatique. Il disait qu'il jouait beaucoup à World of Warcraft, mais pour partir à la pêche avec un copain. Et il passait des après-midi à pêcher de poissons. Et c'est tout. Alors je sais pas, j'ai pas assez joué à World of Warcraft pour voir vraiment dans quelle mesure c'est possible. Mais voilà, on voit des pratiques qui sont pas du tout du côté du game, de l'objectif à atteindre, mais juste des moments passés ensemble. Et le jeu vidéo est un support, un espace comme un autre en fait pour se retrouver. Pratique associative. Étonnamment, ça je ne savais pas avant, mais j'ai trouvé beaucoup de corrélations des gens qui s'avèrent, avec ces pratiques de jeu, être aussi membres de beaucoup d'associations, avoir beaucoup d'activités. Partage de mêmes valeurs, la recherche aussi peut-être du semblable, c'est aussi le principe de la communauté, c'est aussi un principe d'exclusion. On va se retrouver parce qu'on joue au même jeu, parce qu'on a la même expérience. La convivialité, enjeu de socialisation. Alors, 6 profils parmi d'autres. Parce que sinon, je vais me faire tabasser. Je sens que c'est important. Ça ne recouvre pas, évidemment, l'ensemble des pratiques existantes. Non seulement c'est une recherche en cours vouée à évoluer, mais en plus, déjà rien qu'avec le peu de réponses que j'ai eues, j'ai quasiment trouvé une catégorie par personne. Ce qu'il faut a priori en sociologie complètement éviter, ce que je me suis interdit de faire pour ma thèse. J'ai pas osé à la soutenance dire voilà, j'ai rien à vous dire, par contre je peux vous raconter qui j'ai vu. C'est ce que j'aurais voulu faire pendant ma soutenance, j'aurais été vraiment beaucoup plus heureux, juste de raconter les personnes que j'ai rencontrées et puis de rapporter ce qu'ils m'ont dit. Mais là j'ai envie de le faire. Personne ne me juge, je ne suis pas noté. Si vous me jugez, mais c'est pas grave, après je vous vois peut-être plus. Mais j'ai envie de retarder le plus possible le moment de la catégorisation, de restituer le plus longtemps possible la finesse, la singularité de chaque personne. Et donc voici déjà, je me suis fait un dossier où j'ai quasiment une personne par dossier, avec des profils. Joueurs littéraires, joueurs créatifs, joueurs émancipés, militants, bourgeois, migrants, pirates, téléologiques. Je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de détailler. Non, jamais le temps. Mais c'est là et c'est pas dans le vent, c'est-à-dire que ça correspond vraiment à des caractères qui les distinguent les uns des autres. Alors après, on peut pinailler, on peut discuter, est-ce que c'est le bon terme, est-ce qu'on ne peut pas fusionner de catégories, tout ça, c'est le travail au long cours. Mais clairement, en tout cas, c'est des catégories qui permettent de caractériser des publics nouvelles, et donc de comprendre, je pense, avec plus de finesse les joueurs, et surtout de ne pas les réduire à des joueurs, parce que parmi eux, il y a ma mère, il y a tous les copains de ma mère qui ne sont pas du tout joueurs de jeux vidéo, qui commençaient à ne pas vouloir du tout répondre au questionnaire pour ça, mais qui ont un rapport à la culture qui permettent aussi de les situer. Ma mère, par exemple, c'est la joueuse littéraire. Elle a une défiance envers l'image et la fiction, elle ne joue pas aux jeux vidéo. Donc en fait, je dis joueur, mais j'aurais peut-être dû commencer par vous dire ça, joueur au sens large. C'est-à-dire joueur, ça comprend aussi les non-joueurs. Joueurs dans le rapport à la société. Et c'est ma conclusion. J'ai une définition du jeu dans ma thèse. Et dans mon travail en général, c'est mon intuition fondamentale de départ, ce qui est une définition très large du jeu. Le jeu, j'ai envie de vous le définir comme ça aujourd'hui, c'est la singularité d'un rapport au monde. C'est donc la façon dont on va se positionner, se définir socialement, dont on va donner sens à son existence sociale. Et l'esprit ludique, alors c'est inspiré par l'approche de Jacques Henriot, donc c'est assez proche aussi finalement de la psychologie, quoi. C'est souvent critiqué d'ailleurs parce que c'est une approche très psychologisante du monde, mais le jeu c'est ça, c'est le plaisir, c'est l'intérêt, c'est la manière qu'on va avoir de caractériser, d'exprimer sa singularité. Et donc son joueur, y compris des non-joueurs au sens pratique du jeu vidéo.
on est joueur dans son rapport à la culture, dans sa façon de se positionner par rapport aux autres. Et se défier du jeu vidéo, c'est malgré tout avoir par exemple un rapport littéraire au monde, un attachement au réel, au documentaire, une valorisation de la connaissance académique, savoir théorique, entretien physique aussi, parce que le corps réel c'est quand même autre chose que le virtuel, toutes ces valeurs-là. Et on va aussi les retrouver chez les joueurs de jeux vidéo. C'est pour ça que la distinction de départ joueur-non-joueur qui a vraiment structuré les Game Studies, elle nous a aussi, je pense, mis aussi dans une impasse. Parce qu'on va trouver des joueurs de jeux vidéo, parmi mes étudiants, une joueuse des Sims, par exemple, qui dit qu'elle déteste les jeux vidéo. Tout à l'heure, on disait, c'est souvent un exemple qu'on cite, il y a des non-joueurs qui jouent tout le temps à Candy Crush. Mais en fait, cet exemple, on le cite souvent, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de joueurs qui peuvent se dire joueurs, mais qui sont joueurs au-delà de leur simple pratique de jeu. Simplement dans le plaisir et les valeurs qu'ils attachent à leur pratique culturelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Déjà, je vais écouter vos questions, mais les perspectives de recherche méthodologique, éviter aussi longtemps que possible la systématisation de rapports de causalité entre les marqueurs de chaque pratique culturelle et activité sociale. Ça, c'est parce qu'on a fait une petite réunion de présentation de ce colloque il y a 1 mois ou 2, et tout de suite, on m'a dit, mais comment tu vas analyser les entretiens ? Il faut que ça rentre dans des schémas. Et en fait, plus ou moins consciemment, je refuse de faire un schéma préalable parce que je pense que le risque d'un schéma, c'est d'introduire des rapports de causalité. C'est de dire, voilà, on a telle pratique culturelle, ça a tel impact sur le jeu. Dans un schéma, c'est impossible de se passer de flèches, de se passer de causes et de conséquences. J'ai beaucoup aimé la fin de l'intervention tout à l'heure, avec la poule, là. Voilà, cause ou conséquence. Je veux retarder le plus possible cette analyse-là, parce que je pense que c'est à la toute fin qu'on peut peut-être se prononcer là-dessus. Donc, éviter ça et parler simplement d'écosystème, d'approche, de définition relationnelle des pratiques, de voir où l'accent est mis selon les personnes, quelles sont les valeurs de plaisir, l'intérêt que les gens prennent, sans savoir si c'est tel marqueur, telle condition sociale qui détermine tel positionnement. Et donc, sur le plan théorique, et je termine, trouver, suite à ce premier travail d'identification des positionnements sociaux, qui va me prendre déjà un moment, les catégories opérationnelles générales qui permettent de caractériser leur diversité et leur variabilité. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Coffret. Si de façon en privé, parce qu'on se connaît bien, il me dit souvent que je suis le plus sociologue des psychologues qu'il connaisse, certainement le plus clinicien des sociologues que je connaisse. Ouais, c'est pas facile à vivre. C'est un compliment. On va prendre quelques questions avant d'aller manger. Je vous en prie. Oui, effectivement, je trouvais que c'était un exposé à certains égards très clinique, enfin, vraiment très 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 bon exposé. Hein, oui, comme ça. Je trouvais particulièrement intéressant d'ailleurs que vous partiez de la distinction de Bourdieu et de cette fameuse notion de capital culturel, où là vous disiez très bien, effectivement, ça pose la question de la gratuité qui est souvent associée justement à l'esprit ludique, un critère définitionnel, et qui en même temps deviendrait presque un critère de classe. Alors, vous le disiez très bien, il faut aussi faire évoluer un peu même si la lecture de Bourdieu reste incontournable. C'est pas vraiment une question. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié cette mise en tension entre votre recherche expérimentale que vous conduisez actuellement. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut s'y associer dans le cadre de consultation pour faire diffuser justement ce questionnaire. Avec plaisir, merci. Ce serait bien volontiers. Et ce rapport à Bourdieu, alors est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à dire justement de plus sur cette notion de gratuité aussi à travers cette typologie des joueurs que vous faites? Moi, ça m'a en tout cas interpellé. Non, le travail de Bourdieu est une référence incontournable et à certains égards toujours très actuelle, évidemment, et je suis pas bien placé, je pense, pour pouvoir le discuter de manière pertinente. Mais quand il parle de la bourgeoisie, il parle, comme je disais tout à l'heure, d'une certaine aisance et d'un certain accès à la gratuité, à l'éclectisme des pratiques. Il tape beaucoup sur les petits bourgeois. Il est assez critique par rapport à eux, peut-être parce qu'il y voit aussi un enjeu politique, c'est-à-dire les bourgeois sont aussi les académiciens reconnus, légitimes, et les petits bourgeois sont ceux qui veulent accéder sans avoir vraiment les moyens d'y arriver. Je crois que j'ai mis j'avais mis un moment joueur petit bourgeois, et puis j'ai changé. Enfin,
À quelle catégorie ça renvoie? Sans doute, chez Bourdieu, à des enjeux de reconnaissance sociale, à une volonté voilà, d'accéder, d'accumuler de la connaissance pour atteindre une certaine légitimité. On trouve ça chez des joueurs. Maintenant, est-ce qu'on peut sortir de cette catégorie-là, qui est quand même assez critique, un peu stigmatisante chez Bourdieu, pour trouver quelque chose d'un peu plus positif et qui renvoie à ce que les joueurs eux-mêmes vont dire? J'ai pas vu de joueur qui me disait « je suis petit bourgeois ». J'en ai pas vu d'ailleurs qui dit « je suis bourgeois ». Ça prouve bien que dans le positionnement social et dans les valeurs contemporaines qu'on a, dans la manière qu'on a de se concevoir socialement, c'est pas ces catégories aujourd'hui qui vont être utilisées. Donc, pas la peine d'y revenir. Oui, bon, rebonjour. À titre personnel, je suis un petit peu gêné par, effectivement, qu'on commence par citer Bourdieu pour établir des catégories, puisque la sociologie bourdieusienne a finalement échoué à montrer qu'il y avait des classes. En dehors de la classe, je me fie à la sociologie de Merleau-Ponty, mais en dehors de la classe bourgeoise, en fait, dans la société, il n'y a pas de classe. Je trouve très enrichissant, effectivement, l'approche et les catégories. Moi-même, effectivement, si j'avais à décrire des choses, je me reconnaîtrais dans énormément de situations. J'aurais préféré peut-être une approche un peu plus interactionniste que statique, parce que effectivement, c'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que on peut parler de parcours et que à des moments donnés, effectivement, on va aller vers le sport, le spectacle, la performance, et que loin de forger une identité statique, il y a effectivement un moteur, et je me dis que dans le traitement des addictions, etc., peut-être qu'il y aura un gain à permettre à un joueur de basculer peut-être d'un positionnement à un autre. Ça sera peut-être une manière de l'amener quelque part. Ouais. Non, mais vraiment, je pense qu'il est trop tôt pour que je puisse me prononcer, mais je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai l'intuition que ça va plutôt s'orienter vers la notion de parcours plutôt que la notion de profil. C'est beaucoup plus fertile comme ça. Après, de savoir quelles sont les causes, quels sont les marqueurs qui déterminent le passage d'un état à un autre, faut qu'on continue à en discuter ensemble, parce que sûrement avec vos consultations, vous avez plein d'outils, d'éléments qui permettent d'avancer dans la connaissance de ça. Mais là, pour l'instant, c'est simplement un travail d'identification que je vous ai présenté avec des outils conceptuels pour avancer dans la caractérisation de ces états-là. Je peux essayer de rajouter une remarque. C'est vrai que la question aussi d'une identité ou d'un self multiple tel que Goffman le conçoit aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on est, avec qui on parle, on est finalement multiple. Il me semble une approche qui pourrait intégrer cette dimension multiple de la carrière, qui est non seulement des fois, effectivement, on semble successive, mais finalement on peut voir que chez certains joueurs, ils peuvent conserver par exemple une pratique assez sportive qui prend beaucoup de place, mais garder des fois des jeux, des petits jeux auxquels ils jouent. Quand ils ne sont pas du sport, ils font des jeux qui vont être des jeux plus sentimentaux, plus nostalgiques. C'est-à-dire que il n'y a pas ou l'un ou l'autre. Ils peuvent avoir beaucoup de sportifs, mais toujours conserver une petite partie qui va monter, descendre en fonction des choses. Oui. Une autre chose, et qui me semble intéressante, c'est sur la question de l'identité, parce que c'est ce qui apparaît aussi, et si je prends les travaux d'Erikson qui est peut-être le psychanalyste le plus social aussi qu'on puisse avoir, qui a développé cette approche, c'est-à-dire sur la façon dont les autres nous regardent et dont on a intégré ce regard-là. Et comme nous, cliniciens, on travaille beaucoup autour de l'adolescence, on sait à quel point, effectivement, l'identité de joueur peut devenir, et notamment chez les joueurs dépendants ou les joueurs excessifs, une identité principale, identité par défaut pour certains aussi, c'est-à-dire par manque d'autres identités positives, ou en tout cas suffisamment rassurantes. L'identité de joueur devient quelque part la seule qu'ils ont, et c'est un peu aussi leur prison, identité qui peut leur permettre de tenir, parce qu'il vaut mieux en avoir une que pas du tout, et qui vont énormément valoriser également dans tous les discours qu'ils ont, parce qu'ils doivent le défendre contre leurs échecs principalement, bien sûr, dans les autres domaines, mais contre leurs parents, contre les autres, finalement. Et ça devient, en tant que clinicien, ça devient souvent le jeu, l'identité de joueur devient la carapace qu'il va falloir, c'est-à-dire c'est une fonction défensive et une fonction qui tient, et c'est tout ce travail clinique qui est que le jeu, l'identité de joueur qui est associée, qui est très forte chez eux,
ils puissent s'en libérer pour pouvoir faire autre chose, puisque quand même l'idée c'est qu'ils ne fassent pas que ça, c'est le problème de la dépendance. Donc il me semble que dans cette recherche, le travail autour de l'adolescence particulièrement me semble extrêmement important également, puisqu'on voit bien dans les profils à quel point la sociabilité, c'est-à-dire les fréquentations, est en cause. La précocité de la pratique avec le jeu dans l'enfance est important. Enfin, beaucoup d'éléments qu'on voit dans les profils que vous nous décrivez effectivement de la variété clinique. Mais une des stimulations principales dans cette recherche, qui me porte vraiment à vouloir connaître à chaque fois les nouvelles réponses, c'est de voir comment les joueurs assument leur identité, comment ils l'expriment, comment ils se présentent de manière positive justement, et aussi les éléments sous-jacents qui induisent une identité subie. C'est un peu ça l'articulation entre conditions et positionnement social. C'est de voir, il n'y a pas que l'addiction qu'on subit. On peut subir aussi d'être bourgeois, ça dépend du contexte dans lequel on vit, ça dépend à qui on s'adresse et ce qu'on veut faire. Mais comment est-ce qu'on vit avec ? Je crois pas qu'il y ait, peut-être que je suis un peu négatif, mais je crois pas qu'il y ait d'identité totalement, qu'on assume totalement à 100% en toute situation. Je crois qu'il y a à chaque fois des contraintes, parce que c'est jamais simple les relations avec les autres, et que l'identité est toujours un combat. En fait. Alors avec l'addiction, ce combat prend une intensité particulière parce que voilà, ça se définit comme la perte de contrôle et on subit, on a besoin d'aide pour en sortir. Mais à chaque fois, dans ces rapports à la pratique culturelle, que ce soit adolescent ou n'importe quel âge, on voit qu'on a affaire à des stratégies, à des moyens de tirer parti, de trouver du plaisir, des valeurs de l'intérêt face à des contraintes que l'on subit et qu'on ne choisit pas. Ouais. S'il marche là. Oui, il faut le mettre. Faut le mettre là. Moi j'avais une question un tout petit peu théorique, enfin vraiment bravo parce que les travaux qualitatifs c'est énorme, vous attaquez un chantier. Simplement, sur le plan par exemple des typologies de personnalité, en psychologie contemporaine, en psychiatrie, on abandonne de plus en plus les positionnements catégoriels, c'est-à-dire se dire les catégories on voit que c'est restreint, que ça ne fonctionne pas, pour s'orienter vers des champs plus dimensionnels. C'est-à-dire voilà, les items qui vont être un peu beaucoup passionnément à la folie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'intérieur de ce que vous extrayez, en termes qualitatifs, il y aurait la possibilité de dégager plutôt des dimensions que des vraies typologies strictes, à savoir que des sujets peuvent, par porosité, évoluer d'une catégorie à l'autre, qu'une catégorie peut être un prototype d'une autre, ce qui correspondrait plus au champ. Je ne parle pas vraiment des positionnements sociaux, où là, vraiment, je n'ai pas la compétence pour en parler, mais plus sur les catégories opérationnelles. On a, nous, le sentiment qu'elles deviennent opérationnelles quand on peut les déterminer d'un point de vue purement dimensionnel. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir la possibilité d'extraire ça ? Ouais, c'est ballot, mais j'y avais pas pensé. Mais c'est super. je vais aller dans ce sens-là. Une dernière question avant qu'on aille manger. Je vais essayer de répondre. Ça rejoint un petit peu la précédente remarque, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est dans les catégories entre guillemets de joueurs que vous avez un peu repérées, c'est pas vraiment des catégories, mais voilà. Personnellement, en tant que joueuse, j'ai des capables comme m'identifier à plusieurs différentes selon le jeu auquel je jouais. Et je me demandais justement si vous aviez vu, parce que c'est vrai que les questionnaires prêtent pas forcément à ça, et puis qu'il n'y a qu'un seul récit, mais est-ce que vous avez eu l'occasion justement de voir des personnes qui pouvaient justement avoir plusieurs manières d'appréhender les jeux différentes en fait. Oui, bien sûr. Le questionnaire prête à ça en fait, parce que c'est ce que je montrais au début. Il y a le tableau là sur les jeux, on voit à chaque fois le jeu, le type de jeu et la manière qu'on a d'y jouer. Et après, évidemment, c'est qu'un point de départ, c'est juste des petites cases que les gens remplissent, mais on voit bien qu'un même joueur peut avoir plusieurs manières de jouer et plusieurs pratiques. Et c'est en tenant compte de ça et en corrélant ça au récit, qui est quand même la réponse qui m'apporte le plus de billes après pour comprendre le joueur, c'est en voyant quand même l'ensemble, même si le joueur a plein de manières de jouer, a plein de jeux différents, on voit quand même qu'il se situe quelque part dans sa pratique, qu'il joue plutôt individuel, plutôt collectif, et même s'il y a une immense polyvalence des manières de jouer et des types de jeux, ça nous informe aussi. Ça nous informe justement sur ces valeurs d'éclectisme. Est-ce que, je crois aussi, pour finir et pour relancer la question, est-ce que récit a un S
ce que je crois que vous sous-entendez. Est-ce qu'il y a dans votre questionnaire, il n'y a qu'un récit ou il y en a plusieurs? Parce que finalement, il peut y avoir plusieurs récits et qui vont être à je, à on. Et cette question-là, est-ce que dans le questionnaire, il y a cette possibilité-là? C'est déjà beaucoup les solliciter que leur demander de répondre à tout ça. Donc par écrit, non. J'ai au contraire essayé dans l'intitulé du récit, de leur demander d'être le plus précis possible, de leur demander. L'idée, c'était de voir de quoi est-ce qu'ils vont se souvenir en leur demandant de faire le récit d'une partie de jeu vidéo. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai été surpris de la variété des réponses reçues. Il y a des récits au pluriel dans certaines réponses. Il y a des gens qui vont énumérer, ça peut être parmi les joueurs identitaires que j'ai en tout cas appelés identitaires pour l'instant, et qui vont dire, d'abord j'ai joué à ça, ensuite qui vont retracer tout leur parcours de jeu. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus précis et tactiques sur une partie en particulier. Mais parce que quand on demande un récit, on est obligé de faire une sélection parmi tous les récits qui nous viennent, et on va forcément, justement, peut-être mettre en avant un en fonction de l'interlocuteur, en fonction du contexte, et laisser en jachère plein d'autres qui sont peut-être des dimensions mineures, en ce moment ou passées, qui ne sont plus d'actualité. Et donc c'est tous ces choix-là qui, effectivement, privilégient une chose. Je le cache pas, je passe à côté d'énormément d'éléments. C'est un questionnaire, c'est vraiment un pis-aller par rapport à un entretien ou une consultation. Et je suis comme un détective, c'est-à-dire que j'ai une feuille face à moi, je ne sais pas qui l'a écrite, et vraiment à partir de petits signaux, de petits indices, je vais essayer d'avancer dans ma connaissance et ma compréhension intuitive de la personne. Et c'est après, avec beaucoup de réponses, que je pourrais être un peu plus assuré sur l'identification que je peux avoir de ces personnes-là. Mais en un sens, la manière que la personne va avoir de répondre à la question importe autant que ce que la personne va répondre effectivement. Bien. Merci beaucoup, Raphaël Koster. Nous nous retrouvons à 13h30 pour la reprise. Eh bien, nous allons reprendre cette journée d'études. Donc, après cette matinée fort intéressante, on va poursuivre cet après-midi, et ça va être tout aussi intéressant, avec Olivier Fan, psychiatre au XAPA Pierre Nicole, spécialisé en partie dans la prise en charge des addictions aux jeux vidéo, et auteur aussi de plusieurs articles sur cette thématique, avec un versant prononcé autour de la famille et de l'aspect systémique. Et également Manuel Boutet, maître de conférences en sociologie à l'Université de Nice, et Samuel Coivou, qui est doctorant en sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Donc Olivier Fan va nous présenter un volet important de l'étude Péléas autour de la pratique du jeu chez les adolescents, et aussi un versant sur l'addiction aux jeux vidéo. Et Manuel Boutet et Samuel Coivou vont nous présenter un volet très important de l'étude Ludespace, qui va nous amener sur un panorama de l'échantillon, un échantillon représentatif des Français en fait, sur leur pratique de jeu, sur l'aspect social, et avec également une lecture spatiale des différents espaces de jeu. Donc je laisse la parole à Olivier Fan. Merci. Donc voilà, je suis praticien hospitalier, je suis pédopsychiatre à la clinique Dupré aussi, qui est un service de soins et études qui a la particularité d'être à la fois éducation nationale et soins. Donc je vais vous présenter du coup l'enquête Péléas, ou programme d'études sur les liens et l'impact des écrans sur les adolescents scolarisés. Alors Péléas, c'est aussi un opéra de Debussy. Alors ne cherchez pas le rapport entre l'un et l'autre, il n'y en a pas, sauf que ça faisait joli. Et du coup, c'est issu d'une coopération entre l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, les rectorats de Paris et de Créteil, avec qui on est en lien étroit, et puis le XAPA et Pierre Nicole de la Croix-Rouge française.
Alors, quel était l'objectif de l'enquête PLEAS? C'était de valider une échelle de repérage, l'échelle de Lemmens, qui est la seule échelle qui a été validée chez les adolescents. Alors ça, c'était l'objectif scientifique. Nous, on en avait un autre, c'est de dire, ben voilà, si on observe des joueurs problématiques qui ont été repérés avec cette échelle, est-ce qu'on aura un groupe qui paraît intéressant de repérer, Nous, on est avant tout cliniciens, et ce qui nous intéressait, c'est ce groupe de joueurs problématiques pour essayer un petit peu de le décrire et s'il pouvait correspondre à quelque chose qui serait intéressant de dépister, puisque effectivement on a à notre consultation pas mal de joueurs et qu'on est pas mal sollicité par les infirmières et les médecins scolaires autour de cette problématique. Donc effectivement, notre échantillon, c'était 2021 élèves. Alors on a recruté